Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de cybersécurité et de blockchain. C'est une thématique qui est vraiment très porteuse en ce moment et j'ai envie de vous en parler plus en détail. Donc on va voir comment il est possible d'avoir de la cybersécurité autour de la blockchain. Mais avant tout ça, il faut déjà comprendre le principe de la blockchain. Pour faire assez simple, c'est un grand livre blanc qui va être distribué, qui va permettre de stocker des informations. C'est ce qu'on appelle un registre distribué. La blockchain, elle est très utilisée dans le secteur des crypto-monnaies. Il y a bien sûr d'autres technologies, mais là, nous, on va se focaliser sur tout ce qui est sécurité de la blockchain. On va essayer de comprendre tous les éléments qui sont nécessaires à avoir une blockchain qui est bien sécurisée et avoir un écosystème complet qui est bien sécurisé à travers les différents éléments. Avant de débuter cette vidéo, je vous invite tout de suite à aller récupérer le guide qui est disponible dans la description et vous permettra de bien débuter en cybersécurité. Il existe plusieurs types de blockchains, mais on a deux grandes catégories. On a les blockchains publiques où tout est lisible à l'intérieur et après on a les blockchains privées où on va pouvoir avoir un fonctionnement uniquement en interne dans une société. Les blockchains publiques, on va retrouver par exemple Bitcoin ou Ethereum. Toutes les données qui vont être dessus, elles sont lisibles par tout le monde. Après, on va avoir des blockchains qui vont être totalement opaques, comme par exemple Monero. Et dans les blockchains privées, on va avoir des technologies de chez Hyperledger Fabric ou encore R3 Corda. Au niveau de la blockchain, il existe plusieurs couches. On a ce qu'on appelle des layers. On va avoir la layer 0, la 1, la 2 ou la 3. Pour faire très simple, on va se focaliser nous sur les deux principales couches, la layer 1 et la layer 2. La layer 1, par exemple, c'est le réseau Bitcoin ou le réseau Ethereum. Ce sont des réseaux qui vont faire fonctionner un ensemble de choses. Au niveau de cette couche de layer 1, on peut déjà avoir différentes vulnérabilités. Par exemple, on a tout ce qui est vulnérabilité au niveau des consensus. Donc là, on pourrait par exemple encore découper en sous-couches, mais je vous la fais de manière très synthétique. Par exemple, sur le réseau Bitcoin, il faut qu'on ait une puissance de calcul pour pouvoir valider un bloc de transaction et qu'il soit inscrit dans la blockchain Bitcoin. Si on arrive à posséder plus de 51% de la puissance de calcul, potentiellement, on peut en avoir un impact directement sur la validation des blocs et sur les informations qui sont dedans et potentiellement arriver à les falsifier. Après, on va avoir aussi des éléments à sécuriser au niveau des éléments de couche 2. La couche 2, par exemple sur Ethereum, on en retrouve un grand nombre avec Arbitrum, Optimism ou tout un tas d'autres technologies qui vont permettre d'améliorer la scalabilité, donc la capacité du réseau à traiter beaucoup plus de transactions. Sur Bitcoin, on va par exemple avoir le Lightning Network qui permet d'avoir des blocs de transactions qui sont beaucoup plus rapides. Sur Bitcoin, par défaut, c'est un bloc toutes les 10 minutes. Ce qui est très lent lorsqu'on veut par exemple aller payer un commerçant en direct. Il nous faut une technologie qui soit moins coûteuse et plus rapide. Et donc là, on va passer sur une technologie de niveau 2 qui s'appelle une Layer 2. Là, dans ce cas-là, c'est le Lightning Network qui nous permet de payer des frais de transaction qui sont beaucoup moins chers et d'avoir des blocs qui sont beaucoup plus rapides. Bien sûr, on a des vulnérabilités qui sont liées à ces Layer 2 parce qu'elles vont agréger un certain nombre de transactions pour la plupart avant de les transmettre au réseau principal. Et donc, potentiellement, on peut avoir des vulnérabilités de ce côté-là. Mais les vulnérabilités qui ont le plus gros impact aujourd'hui dans le secteur des crypto-monnaies et dans le secteur de la blockchain de manière plus globale, c'est tout ce qui est vulnérabilité liée aux smart contracts. Les smart contracts, c'est des morceaux de code qu'on va mettre sur la blockchain. Ils vont être déclenchés automatiquement en fonction des entrées qu'on va leur fournir. Et comme tout programme informatique, on a des vulnérabilités. Ça peut être par exemple un débordement de mémoire, ça peut être un problème de conception. Et aujourd'hui, la plupart des smart contracts qui fonctionnent sur les blockchains qui sont publiques, comme Ethereum, le code est lisible par tout le monde. Donc n'importe qui peut l'analyser et trouver des vulnérabilités. Et la problématique étant que pour pouvoir les exploiter, les attaquants peuvent s'entraîner en local. Donc ils peuvent faire tourner une copie locale justement de ce smart contract, s'entraîner dessus et dès qu'ils trouvent un exploit qui est valide, ils peuvent l'exploiter directement sur la blockchain qui est publique. Donc c'est des impacts qui sont juste monstrueux. Et un smart contract, une fois qu'il est déployé, on n'a pas la possibilité de le mettre à jour. Les smart contracts sont immuables, ils sont inscrits directement dans la blockchain. Et c'est là la plus grande problématique qu'on a d'un point de vue cybersécurité aujourd'hui sur la blockchain. Et également, les fonds qui sont volés lors des exploits de smart contracts sont très difficilement traçables. Aujourd'hui, il y a peu de personnes qui ont été condamnées pour des piratages qui ont été faits. Et en France, justement récemment, il y a même eu des personnes qui ont été relaxées alors qu'ils avaient volé des grosses quantités de fonds. On parle déjà de plusieurs dizaines de millions de dollars américains en équivalent crypto-monnaie qui ont été volés. Donc on voit que ça a un impact qui est juste monstrueux.
Bien sûr, pour pouvoir interagir avec cet écosystème de la blockchain, des crypto-monnaies et autres, on a également des portefeuilles qui soient logiciels où on va posséder nos propres fonds, où on va les déléguer à une tierce personne. Et ces logiciels-là vont également comporter des vulnérabilités, que ce soit des débordements de mémoire, des problèmes de configuration, des fichiers qui traîneraient ou une cryptographie qui n'est pas forcément adaptée à de la crypto-monnaie. On va avoir également les hardware wallets qui sont des portefeuilles sécurisés qui sont là justement pour faire du stockage long terme de crypto-monnaies qui sont censés être plus robustes. Mais là, on a la partie hardware qui peut poser problème. À ce propos, vous avez par exemple Ledger ou Trezor qui sont deux piliers dans ce secteur-là. Les équipes de chez Ledger Donjon, qui est l'équipe sécurité spécialisée dans le hardware, va attaquer régulièrement Trezor pour trouver des vulnérabilités, pour essayer de corriger pour le portefeuille de chez Ledger. Vous voyez, et ça, il y a régulièrement des vulnérabilités qui sont trouvées parce que certains font un choix de modèle de conception qui va être particulier et d'autres font un choix d'un autre modèle de conception. Par exemple, Ledger va fonctionner en source fermée, alors que Trezor va fonctionner en source ouverte, ce qui fait que Ledger va pouvoir signer un firmware, tandis que Trezor ne pourra pas. Par contre, le code Trezor étant accessible à tout le monde, il est beaucoup plus simple de l'analyser, de voir s'il n'y a pas des vulnérabilités à l'intérieur. Tout à l'heure, je vous parlais également des blocs qui sont validés, mais on a tout un tas de consensus différents. Et donc, on a par exemple des mineurs qui vont avoir besoin d'avoir des logiciels pour valider ces blocs-là. Et ils vont exploiter des interfaces web, ils vont exploiter des logiciels qui sont mis sur des machines. Et tout ça contient des bugs, tout ça contient des vulnérabilités qui sont plus ou moins exploitables parce que ce sont des interfaces web, parce que ce sont des clients lourds. Et en fonction du langage avec lequel ils ont été développés, on a différentes problématiques. Tous les smart contracts ne sont pas développés non plus avec le même langage. On a bien sûr Solidity qui est aujourd'hui majeur dans ce secteur-là et qui permet d'avoir des interactions assez faciles avec les blockchains Ethereum. Mais on peut avoir du Go, du Rust, on peut avoir du JavaScript. Et donc, toutes les vulnérabilités qu'on peut retrouver dans ces différents langages peuvent également se retrouver. Mais souvent, ce sont plutôt des vulnérabilités de type bug logique ou un dépassement de mémoire ou des choses qu'on a l'habitude de retrouver de manière traditionnelle. C'est peu lié au langage, mais plutôt à la façon de développer. On a également les plateformes d'échange qui sont très importantes dans ce secteur-là, où on va par exemple valider des identités, on va aller déposer des fonds dessus, et là on a toutes les problématiques qui peuvent se passer avec un site web et une plateforme qui va gérer beaucoup d'argent. Et la plupart des plateformes d'échange centralisées se sont déjà fait pirater au moins une fois, ils ont perdu énormément de fonds. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus simple d'attaquer une plateforme décentralisée ou un smart contract ou encore une plateforme centralisée dans le secteur des crypto-monnaies qui va gérer plusieurs dizaines de millions d'euros que d'aller essayer de pirater une société du CAC 40 et leur extraire une rançon de plusieurs dizaines de millions d'euros. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose et c'est pas du tout les mêmes impacts. On a bien sûr, comme je disais, des échanges décentralisés comme Uniswap qui vont également avoir des vulnérabilités. Ils vont monter de version au fur et à mesure du temps, mais on va avoir toutes les plateformes tiers qui vont venir copier leur code, potentiellement le modifier et se faire pirater. Aujourd'hui, ce sont plutôt les bridges qui vraiment se font pirater le plus souvent. Pourquoi ? Parce que si on comprend le principe d'un bridge en blockchain, on a d'un côté des fonds qui vont être transférés d'une blockchain à l'autre, mais pour ce faire, il va falloir séquestrer une certaine partie des fonds avant de réémettre des fonds de l'autre côté. Et donc, si on arrive à casser la boîte dans laquelle ces fonds sont séquestrés, on peut tirer plusieurs dizaines de millions de dollars d'un coup, ce qui fait que c'est une cible privilégiée par les attaquants. Et bien sûr, cet écosystème, il est tout nouveau. Il y a plein de personnes qui se lancent dedans, qui ne comprennent pas trop comment ça fonctionne et donc qui se font arnaquer de différentes manières. Ça peut être du phishing, ça peut être des giveaways qui vont être réutilisés, ça peut être des rug pulls. Il y a plein d'arnaques aujourd'hui dans ce secteur-là. Donc la blockchain, c'est une technologie, mais il y a plein de couches et il faut bien comprendre que cet écosystème, il est vraiment très large et varié. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur la blockchain et la sécurité. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et dites-moi quelle est votre attaque préférée dans la cybersécurité au niveau de la blockchain. À la prochaine!